on peut se permettre voilà, quelques questions en donnant la priorité aux jeunes de la salle. C'est pas de bol, hein. Vous pensiez passer incognito, là. Les naïfs. N'hésitez pas. Alors, on s'est fixé quand même comme règle de poser des questions directes, les plus courtes possibles, et sans opinion personnelle, simplement des questions voilà, pour compléter. Je vois un jeune étudiant qui lève le doigt. J'en ai fait des conférences, hein, mais alors là, là à Limoges, vous commencez très très tôt la géopolitique quand même. Hein. Combien il y a de soldats russes en Ukraine exactement? Impressionnant. Ah non, là, je vais dire que... Je viens d'avoir 53 ans, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, c'est la magie de la géopolitique, mon grand. Eh ben, bravo, c'est une très bonne question. Non, mais c'est une super question. Bravo, bravo. Il y en a pas assez, mon grand, il n'y en a pas assez si la Russie veut vraiment envahir toute l'Ukraine. Il n'y en a pas du tout assez. Et alors, on est sur des chiffres qui fluctuent. Au début de l'invasion, donc fin février, vous aviez entre 150 et 170 000 soldats. Alors attention, l'Ukraine, c'est plus grand que la France. La France est déjà un pays vaste. Pour l'envahir, il a fallu plusieurs millions de soldats. Oui, c'est toujours les mêmes. Bon. Donc, et il en a fallu plusieurs millions. Là, 150, 170 000, c'est largement pas assez du tout. Il y a 45 ou 44 millions d'Ukrainiens et ils ont décidé de se battre. Donc en fait, tu vois, 150 000, 170 000 face à plusieurs millions, même s'ils étaient moins bien armés, les plusieurs millions, ça ne suffisait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, la faiblesse numérique de l'armée russe en Ukraine, elle dit quelque chose. Elle dit, mais en fait, ils ne se battront pas, c'est des passifs, quoi. Alors, peut-être que certains nous applaudiront, pas forcément tous, mais les autres s'écraseront, et devant le choc, et puis surtout devant la volonté, encore une fois, de ne pas tomber dans la décadence. Bon, mais tout ça ne fonctionne pas. Sur le plan militaire, moi, d'ailleurs, c'était l'une des raisons pour lesquelles je me suis trompé. Je ne croyais pas. Ce n'était pas un dispositif qui correspondait à une invasion, je suis désolé. Et la seule petite, ma seule toute petite fierté en devant d'être devin, au moins Marc sait que les historiens savent qui a gagné la bataille. Quand on lui demande qui a gagné à Azincourt, bon, il peut répondre. Moi, on me demande toujours qui va gagner. C'est pénible. Bon, donc, c'est plus difficile pour moi. Oui, mais excuse-moi, mais c'est plus difficile pour moi. Donc, il n'y a jamais eu de soldats russes à moins de 200 bornes des frontières que vous voyez ici de Pologne, de Roumanie, donc près de Lviv, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé, pour l'instant, c'est une très bonne nouvelle, dans une posture apocalyptique. Il n'est pas si imprudent. Il a été imprudent, il était mal renseigné, il a fait des bêtises. Poutine, mais il ne tombe pas dans l'apocalypse. Il ne tente absolument pas, jusqu'à présent en tout cas, la confrontation avec l'OTAN. Il n'y a jamais eu de soldats russes à l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire sur toute l'Ukraine occidentale. Jamais, jamais, depuis le début de la confrontation. C'est très intéressant quand même. Hein. Alors on dit oui, mais il n'avait pas les moyens. Il avait parfaitement les moyens. La Biélorussie est au-dessus, pardon, au nord. Un géographe, la honte au-dessus, n'importe quoi. Oui, à gauche, là, à droite, la honte. Vous ne me dénoncerez pas à Lacoste. Hein. Donc au nord de Lvov, il y a la Biélorussie, c'est par là que sont rentrés les soldats qui ont voulu encercler ou prétendument Kiev. Ils auraient pu aller à Lvov, ou ils auraient pu envoyer des parachutistes, ils en ont. Ils ne sont pas intervenus à l'ouest, ils n'ont pas voulu. Maintenant, pour le reste, 150 000 hommes, ça ne suffisait pas. Et visiblement, il y a beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Voilà. Ce qui traduit d'ailleurs, et là, merci encore mon grand pour ton excellente question, là j'aborde juste en 2 phrases quelque chose d'autre. J'en ai pas parlé parce que c'est moins intéressant, les leçons militaires où on n'est pas à l'école de guerre, ça gonfle tout le monde et vous avez raison. Mais ça fait de très longues années que j'ai fait deux bouquins d'histoire militaire, dont un que sais-je, ça m'intéresse, mais le char est de loin devenu l'arme la plus ringarde. Hein.
Les Israéliens en ont su quelque chose, je veux dire, en 73, et depuis c'est... Ah, c'est une arme qui n'est pas ringard pour tirer sur des civils hein, lorsqu'il y a un printemps arabe, ça c'est super bon. Mais alors pour se battre avec, ça a été... Et les vieux chars arméniens, il y a 1 an et demi, ont été balayés, ont été massacrés par les drones, et aujourd'hui c'est exactement pareil, et les armes anti-chars, et même au fond les bateaux qui cabotent, regardez ce qui s'est passé hein, contre des pauvres missiles. L'arme d'aujourd'hui et de demain, hélas, ou tant mieux, hélas, plutôt, je pense, enfin, c'est comme ça, bien sûr, c'est la balistique, c'est le missile, et notamment lorsqu'il est tiré d'un drone. Les chars, il faut arrêter de se battre avec des chars, c'est fini, moi j'aime bien, c'est sympa, mais les Égyptiens les utilisaient avec beaucoup d'efficacité à Kadesh contre les Hittites, mais c'est fini ça. Hein. Voilà. Bonjour, je suis Clarisse Guetti. J'ai été contente d'entendre parler du Rwanda parce que je suis une des rescapées du génocide. Je voudrais savoir ce qui se passe en Ukraine. Je répercute directement ce qui s'est passé dans mon pays. Je vais essayer d'utiliser le mot, que vous avez les mots que vous avez employés, la stratégie géopolitique. Mais derrière, c'est peut-être une leçon de morale, mais c'est l'enfance perdue, c'est la jeunesse perdue, avec les jeunes qui sont devant nous dans l'amphithéâtre, qui font des études en ce moment. C'est les présidents de demain qui sont en train de voir ce qui se passe dans leur pays. C'est aussi, comme moi, les orphelins de demain qui sont en train de devenir des orphelins. Sachant qu'on oublie l'humain, on le met de côté. Qu'est-ce que vous pensez faire? Parce que si c'est les présidents de demain, les conseillers de demain, de certains pays du monde, parce que c'est partout maintenant en Afrique, ça arrive maintenant dans nos portes en Europe, quand est-ce qu'on va couper ce lien? Quand est-ce qu'on va pouvoir couper cette ligne qui relie les jeunes, l'enfance perdue, à des guerres, des décisions politiques de demain? Merci de m'aider là-dessus. Décidément, super question aujourd'hui de la part de 2 enfants. Alors, je me permets de te tutoyer, tu es très jeune. Merci de ta question. Je vais d'abord recommander à tous ceux qui me font l'amitié ou la charité républicaine de m'écouter, puisque tu as évoqué le Rwanda après moi, de lire pour rentrer dans cette histoire dans laquelle on ne peut pas ne pas rentrer. Le génocide des Tutsis rwandais de 1994 dit beaucoup de la géopolitique, dit beaucoup de l'Afrique, dit beaucoup de la France, hélas, dit beaucoup de l'Europe, dit beaucoup de l'ONU, dit beaucoup de l'humanité. C'est malheureusement, je le dis comme ça, c'est un cas d'école. Je pense qu'il est difficile de passer à côté. Je vous préviens, vous n'en sortirez pas indemne. Je vous recommande, si ça peut vous intéresser, si vous n'êtes jamais encore entré dedans, parmi les en tout cas les dizaines, les nombreuses dizaines d'ouvrages qui ont été publiés, celui qui me paraît le plus clair, le plus documenté, le plus quelque part analytique, mais très très pédago, fait par un jeune docteur, il vient à peine je crois de passer son œuvre, qui s'appelle Piton, Florian Piton, c'est à la découverte. Voilà, je n'ai aucun intéressement. Et pour ce qui est des témoignages, Jean Hatzfeld. Alors ça, je veux vous dire, là vous ne sortez pas indemne, hein, parce que Jean Hatzfeld, il a passé des années dans les collines, je le croisais souvent là-bas, à recueillir des témoignages, et il a fait une pentalogie, peut-être même d'ailleurs, je ne vais pas le dire, peut-être même je crois qu'il a fait 6 livres, donc là je vous laisse, je ne sais pas comment prononcer, lorsqu'on fait 6 bouquins. Donc c'est des témoignages, alors des bourreaux, des victimes, des enfants, c'est extraordinaire, et Piton pour tout comprendre de ce qui s'est passé. Après, vous voudrez toujours aller plus loin. Au Rwanda, le nouveau pouvoir arrive, met fin au génocide en juin-juillet 1994, celui du major Paul Kagame, qui est aujourd'hui encore président. L'une des premières mesures prises par le président Kagame, je parle sous ton contrôle, c'est de prendre la carte d'identité créée par les Belges, les colonisateurs belges en 1934, et de la déchirer, de l'anéantir. Il y avait sur cette carte d'identité l'appartenance raciale. Ah! Alors moi, pour moi, c'est un premier élément de réponse. Après, on peut reprocher énormément de choses à Kagame. On n'est pas là pour en débattre. Mais ça, la classe. Ensuite, il n'y a pas, alors ça c'est plus violent, et là ça ne va pas faire plaisir du tout à Marc et à Babette, les bouquins d'histoire, dégagés. Il n'y a pas de bouquin d'histoire du pays. Mais
Comment vous allez enseigner à 85% de gamins dont les pères et les grands frères et les oncles, pour une partie importante quand même, hein, et bon. Donc, écoutez, et on se tourne vers l'avenir. Et les gamins ont des ordis qui viennent de Chine ou je ne sais pas d'où, et les gamins, on leur fait faire du high-tech, et ils apprennent l'anglais, et c'est tourné vers l'économie, vers l'avenir. Pour essayer d'oublier les aspects ou les clivages ou les litiges ethniques, enfin litiges largement créés par les Allemands et les Belges, hein, fin 19e, début 20e, et qui ont mené à un génocide. Alors, c'est un peu violent. Franchement, à choisir, ce n'est pas forcément la plus mauvaise des solutions. C'est le deuxième point. Maintenant, on quitte le Rwanda. Regardez ce qui s'est passé. Pour moi, c'est toujours un motif d'optimisme. En 1945, au Japon et en Allemagne, il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu un seul attentat, il n'y a pas eu un seul coup de couteau, un seul tir de balle contre un soldat américain d'occupation du Japon ou un soldat occidental et soviétique, valait mieux éviter de toute façon, en Allemagne. Et les bouquins scolaires, évidemment, complètement expurgés. Bon, là, je ne parlais que de l'Ouest, parce qu'à l'Est, évidemment, c'était stalinien, mais à l'Ouest, ça a été expurgé. Et il y a eu un travail, un peu moins dans d'autres pays, mais en Allemagne, en tout cas, un travail si profond et si profondément réussi que, alors malheureusement, il y a eu des mouvements fascistes en Allemagne, enfin, franchement, et l'extrême droite allemande, elle a remontré le bout de son nez en 2017, enfin, bon, elle est encore retombée, alors par rapport à d'autres pays voisins de l'Allemagne. Donc là, on a quand même quelque chose de positif. L'éducation, la pédagogie, ça passe par ça. Et le rejet de la propagande. Et aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir un peu tard quand même, enfin ces dernières années, ça ne veut pas dire, que depuis la Russie, depuis la Chine notamment, les États autocratiques, on a mis des moyens exceptionnellement élevés pour diffuser une propagande pro-domo. Bon, ça, à la limite, chacun défend sa crèmerie. Mais enfin, propagande très, très virulente en Occident, en Afrique aussi d'ailleurs, au Moyen-Orient, mais surtout en Occident, en faveur donc respectivement de Pékin et Moscou. Il faut lutter contre la propagande de ces pays-là. Donc vraiment, l'éducation, la pédagogie, l'enseignement aux valeurs humanistes, moi, c'est un terme un peu trop galvaudé, donc moi j'aime bien toujours revenir aux valeurs républicaines. Moi je pense que dans la Constitution de 58 et dans le préambule et dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a à peu près tout. On peut toujours inventer d'autres choses, mais je pense que c'est un cadre extraordinairement protecteur, puissant, riche, vraiment très, très, très bien pensé. Donc moi je reviens toujours à la République. Voilà. Donc je ne peux pas te dire mieux, quoi. À mon avis, c'est la voie principale, non pas de la puissance, encore que, mais c'est la voie vers le rejet de la volonté de se venger de la part de la nouvelle génération montante. Parce que ce qui va se passer en Ukraine, moi je vais vous le dire, et là je ne vais pas me tromper, c'est qu'il y aura un cessez-le-feu, parce qu'il y aura un cessez-le-feu. Maintenant, le cessez-le-feu, ce n'est pas un traité de paix, et il n'y aura pas de traité de paix, parce que Poutine n'en veut pas. Alors si Poutine n'en veut pas, ça va être compliqué de faire la paix sans lui quand même, hein, d'autant qu'il va finir de toute façon par croquer, de toute façon, il va croquer quelque chose, pas grand-chose, mais il va croquer quelque chose. Et donc il n'y aura qu'un cessez-le-feu. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer en Ukraine ? Il va se passer la montée en force d'un nationalisme revanchiste sur la base de l'horizon bleu des Vosges. Hein. C'est conceptuel ce que je dis, hein. L'Alsace et la Moselle sont vraiment français, ça je le sais. Mais les Ukrainiens, eux, considèrent que le Donbass est ukrainien. Bon, admettons, moi je m'en fous. Oui, sans doute, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais conceptuellement, ils vont vouloir. Et là, vous allez avoir dans les livres d'histoire, mon Dieu, et dans les bouquins d'instruction civique ces prochaines années, c'est la régénération, c'est les conditions de la régénération, du maintien à un haut niveau, des risques d'un nouveau conflit. Voilà, c'est contre ça qu'il faut lutter, à mon avis. Mais merci pour ta question. Oui. Bonjour, je m'appelle Jacques Nadam. Je voudrais vous questionner sur les propos qu'a tenus le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, sur les Juifs, en disant que les plus grands antisémites sont des Juifs, qu'Hitler a vécu sans Juifs. Alors, je ne vais pas vous demander de juger ces propos, hein, je les imagine très bien, mais qu'est-ce qui pourrait justifier la position de ce ministre des Affaires étrangères qui tient des propos inadmissibles, impardonnables, si j'utilise les qualificatifs du Premier ministre israélien Bennett? Sur quoi, là, pour le coup, il a raison, c'est vraiment inqualifiable. Alors bon, on est dans la haute, c'est pas une bonne nouvelle, mais quand même,
sachons raison garder parce qu'on est dans la haute géopolitique. Je veux dire par là que Poutine est déçu de l'attitude israélienne. Poutine, ça fait des années qu'il permet à l'aviation israélienne d'empêcher des installations militaires iraniennes dans le sud-ouest de la Syrie, c'est-à-dire en face du fameux plateau du Golan, bref, en face d'Israël. Bon. Les Israéliens tapent là-dessus, les Iraniens n'ont pas réussi à s'implanter. Sans l'aval de Poutine, ce n'était pas possible, parce que vous imaginez bien que l'espace aérien syrien, il appartient aux Russes. Merci Barack Obama, parce qu'avant la reculade catastrophique, à l'époque j'étais chroniqueur sur Inter à la quotidienne, et je peux vous dire que fin août, début septembre 2013, tous les jours j'avais accordé ma chronique à ça, à la reculade catastrophique d'Obama. On va pas parler de ça maintenant, mais c'est vraiment... bon, bref. Et il avait prévenu qu'il allait frapper Assad, je vous rappelle, s'il réutilisait du gaz neurotoxique, il l'a fait crânement, le Assad, et Obama n'a rien fait du tout, alors qu'il avait moyen de, et qu'il avait promis. Bref. Et avant la reculade piteuse d'Obama, il n'y avait aucun chasseur-bombardier russe en Syrie. Il est fort de notre faiblesse, hein, le Poutine. Donc, et aujourd'hui en Syrie, on ne peut plus rien faire sans lui. Donc, Poutine a accepté ça des Israéliens pendant des années. Bon, là, retour de bons procédés, enfin échange de bons procédés, il demande à ce que les Israéliens le soutiennent. En plus, c'est contre des nazis. Ouais. Seulement, vous voyez, le problème, c'est que d'abord, la coalition en Israël est faite de briques et de brocs, comme à chaque fois qu'on a une proportionnelle intégrale, hein, qui est un régime complètement dément, en réalité. C'est un régime dément. Donc, la coalition, elle tient à une voix près, enfin bon, et tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des russophiles, russophones, il y en a qui ne sont pas. Bon. Donc, ça, c'est compliqué. Ensuite, l'émotion internationale est telle, d'une part, et la position américaine, d'autre part, est si tranchée, et les États-Unis restent quand même l'allié principal d'Israël, de loin quand même, un peu moins qu'avant. Enfin, en tout cas, l'allié principal, que les Israéliens ne peuvent pas soutenir Poutine. Bon, alors ils se sont abstenus, bon, comme une quarantaine d'autres pays. Bon, ils sont abstenus. Et ça ne suffit pas pour Poutine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Lavrov dire qu'il n'est pas content. Alors comment dire qu'il n'est pas content? Il peut balancer un tweet en disant qu'il n'est pas content. Il peut rappeler l'ambassadeur, ou le convoquer, je veux dire. Il peut se rendre un communiqué. Il peut ne pas mettre une gerbe sur un mémorial de la Shoah. Il y a plein de possibilités de dire qu'on n'est pas content. Bon, il peut dire la prochaine fois, bah, tant pis, les Iraniens ils s'installeront et vous n'empruntez plus l'espace aérien. Il décide d'y aller par là où ça fait mal, mais où ça coûte rien. Ça coûte rien au fond. On parle de la Shoah, ça coûte rien. Chacun s'envoie des accusations de nazisme à la tronche, ça coûte rien. Lavrov dire que en fait les Israéliens ont tort, et d'ailleurs ça se comprend parce qu'ils soutiennent un nazi qui est Zelensky. Je rappelle qu'il n'est quand même pas, il ne cochait pas toutes les cases pour être au Parti national-socialiste. Il n'avait pas tous les prérequis. Et maintenant, dire que ce qu'aucun historien n'a jamais avancé, jamais une seule fois, à savoir que ça aurait pu, que Hitler, on ne connaît même pas son père en plus, bon, bref, Hitler est plus ou moins juif, c'est pour énerver les Israéliens, et c'est un avertissement sans frais. Vous savez, le président américain Biden, le 24 avril 2021, a reconnu officiellement le génocide arménien. Non pas qu'il a découvert dans un bouquin que, oh putain, en 1915, mais on ne m'a pas prévenu, les mecs. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, avertissement sans frais à adresser au camarade Erdogan, qui faisait n'importe quoi dans le cadre de l'OTAN. Et de toute façon, il n'y a pas de pilote à l'époque de l'OTAN, Trump faisait aussi des bêtises. Donc, c'était là, Biden arrive, il veut voir une tête dans l'OTAN, et il a raison. Enfin, là, en l'occurrence, on voit bien qu'il a raison. Qu'est-ce qu'il fait? Avertissement sans frais. Plutôt que de bloquer sur le plan économique, sur le plan militaire, des aides à la Turquie, parce qu'on ne va pas non plus pousser dans les bras d'autres puissances, éventuellement la Chine, la Turquie, on utilise autre chose. Dans toute la palette des moyens de projection de la puissance, on utilise autre chose, le mémoriel. Ça fait mal et ça coûte rien. Je reconnais le génocide. Ah, mais Erdogan était dingue, quoi. Pour lui, il est négationiste comme tous les... Enfin, les Turcs, les pauvres, la population, on leur apprend n'importe quoi depuis 80 ans, donc évidemment. Bon, mais lui, était un négationniste furieux, quoi. Et c'était un scandale, et il a compris l'avertissement. Regardez sa politique aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous dire que, bien sûr que c'est scandaleux, c'est inadmissible. Alors simplement, il n'y a pas de mais. Juste, il faut contextualiser, remettre ça dans le contexte diplomatique, global. Alors, une petite insiste, si vous le permettez. Zelensky s'est adressé, comme vous le savez,
à tous les parlements du monde, enfin presque, beaucoup de parlements, et bien sûr, il s'est adressé à la Knesset. Et là, il s'est vautré. Hein. Là, Zelensky, soit il avait à son tour mésestimé la sensibilité ou la sursensibilité des Israéliens pour tout ce qui concerne la Shoah, ce qui est tout à fait possible. Hein. Tu m'as fait l'amitié de me rappeler que j'avais fait ma thèse là-dessus. Enfin, j'ai beaucoup, une société que je connais un tout petit peu quand même. Et ça, vous rigolez pas avec ça hein, là-bas. Hein. Donc, soit il s'est dit, je vais les secouer. En disant nous, mais nous Ukrainiens, sachant qu'il est certes ukrainien, mais en s'adressant aux Israéliens, donc juifs, oui, enfin sauf pour 2 millions d'Arabes qui n'ont pas écouté ce discours de la même manière. Bon, c'est autre chose. Bon, ouais, 7 millions, plus de 7 millions de juifs. Bon, nous, Ukrainiens, oui, mais lui, juif. Je vous dis à vous, juifs qui avez subi la Shoah, que nous, Ukrainiens, subissons une Shoah, là, c'est du galvaudage total. Des députés se sont barrés en plein discours, ce qu'on a vu nulle part ailleurs, dans aucun parlement. Tous les autres parlements étaient à peu près... Bon, alors, sauf pour les pro-poutiniens, mais qui n'ont même pas écouté. À ce moment-là, pour les pro-russes, ils n'ont pas écouté. Mais là, ils se sont barrés. Il y a eu dans la presse israélienne, qui est extrêmement libre, il y a eu des interventions extrêmement virulentes, non pas pro-russes, mais contre Zelensky. Les Israéliens ne tolèrent pas ce galvaudage, quoi. Et il s'agissait d'un galvaudage, même si ce qu'il subit était extrêmement dur. Et il a osé dire que le site de Babi Yar, donc du massacre de plusieurs dizaines de milliers de juifs, avait été souillé par les soldats russes. Oui, enfin peut-être. Qui a fait Babi Yar? C'est pas les Russes, hein. Les Ukrainiens. Bon, Nervi, les Allemands à l'époque. Bon, alors ça passe pas. Hein, c'est pas passé du tout. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu vous répondre. Lavrov, c'est un type qui est froid, qui est glacial. On lui dit de dire quelque chose, il le dit. Et c'est un petit soldat, un bon soldat de Poutine. Et de toute façon, il a toujours été lui-même extrêmement nationaliste. Il n'a pas l'once d'une espèce d'humanisme. Alors, il est sans doute peut-être un bon père ou un bon mari ou j'en sais rien. Mais dans son office, dans son office géopolitique, il n'y a rien à attendre d'humain de ce type-là. Donc, en fait, la guerre en Ukraine, on a quand même bien compris que c'était finalement Vladimir Poutine face à l'Ukraine. Donc, Vladimir Poutine, c'est une personne. Le peuple russe, donc c'est plutôt une double question. Comment il réagit face aux décisions prises par un homme contre un pays, contre même l'ensemble du monde, avec justement les répressions qu'on envoie pour les Occidentaux, etc. Et est-ce qu'on pourrait s'attendre finalement, alors dans les années ou même les mois à suivre, à ce que le peuple russe, finalement, ne soit plus pour un Poutine au pouvoir, et peut-être un changement, finalement, de tous les pouvoirs qui sont mis en place en Russie, ou est-ce qu'ils vont accepter de continuer avec cette personne, malgré ce qu'il vient de faire? Marc me l'avait dit, c'est pas tromper le bougre, c'est un bon cru. Hein. Il y a du niveau, là. Hein. Non, mais c'est bien, mon grand, c'est une très bonne question. Et elle est tellement bonne qu'il est extrêmement difficile d'y répondre. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'élection libre. Bon, il n'y a quand même pas beaucoup de sondages. Il n'y a pas de sondage libre. Il y a un institut de sondage qui est financé par le Kremlin et qui dit que tous les Russes sont d'accord avec lui. Alors bon, c'est intéressant, c'est une piste de réflexion, mais il faudrait pouvoir la croiser avec beaucoup d'autres pistes. Hein. Donc, ça, on ne peut pas savoir. 2, il y a eu des manifestations contre la guerre, ce qui est d'un courage inouï. Et ce qui veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs milliers de gens qui ont manifesté sur quelque chose qui se passe à l'extérieur des frontières. Donc, ils ne touchent pas directement les Russes. Alors, si, ça va les toucher socialement, économiquement, mais enfin, on a vu des manifestations pendant la crise, avant même la guerre. Donc il n'y a pas encore de sanctions. Donc, ce n'était pas seulement pour cela que les manifestants intervenaient. C'était vraiment pour la paix. S'il y en a eu quelques milliers, il est vraisemblable que plusieurs millions de gens sont défavorables. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas savoir combien. Tu peux savoir peut-être plus ou moins qui, admettons, mais encore, c'est difficile. Mais en tout cas, tu ne peux pas savoir combien. Pourquoi ? Parce que, d'abord, tu as beaucoup de gens qui ont une peur panique de la répression. Bon, mais ça, vous savez, nul n'est tenu à l'héroïsme. Hein. Donc, qui seraient contre, si on leur demandait, mais qui ne veulent pas s'affronter avec Poutine et sa police, et ses soldats. Ensuite, il y a... Alors, quoi, ça peut être quoi ? Un tiers, j'en sais strictement rien, je dis ça au doigt mouillé. C'est ce que j'ai entendu d'un très très bon spécialiste de la Russie, mais lui-même n'était pas sûr de ce qu'il disait. Il peut y avoir un tiers des gens qui sont
tellement, peut-être même plus, tellement propagandisés, ils ne savent pas réellement ce qui se passe, et qui considèrent qu'en Occident, de toute façon, tout ce qui est dit, c'est de la propagande. Après tout, ça fait quand même des siècles qu'on leur raconte ça. Hein. Pas des décennies, des siècles qu'on leur raconte ça. Bon, donc, bon. Et puis, je pense qu'il y a une partie de la population qui est nationaliste. Il y en a ailleurs, hein, qui est nationaliste, qui est patriote, qui est nationaliste, qui a confiance dans Poutine, et qui considère que Poutine a redonné de la fierté à la Russie. Et quand vous demandez à des Russes quel a été le moment le plus cruel, le plus difficile pour eux, c'était évidemment Yeltsin, c'est la transition, c'est, tu vois, 90-2000, quoi, en gros, bon, 89-2000, le moment où l'URSS n'existait plus comme grande puissance, n'existait plus, à partir du 14 décembre 91, et où la Russie était moquée, méprisée, ou en tout cas n'était plus, bon, et tellement moquée que l'OTAN, les forces de l'OTAN, ont avancé vers l'Est, hein, en croquant à peu près tout ce qu'il y avait à croquer en Europe orientale. Et ça, il y a un vrai sentiment, une représentation d'humiliation qui est très vraisemblablement partagée, c'est ça, on le sait, il y a plein de sources, par une grande partie des Russes. Maintenant, parmi ces gens-là, qui va jusqu'à considérer que, bah oui, il faut récupérer l'Ukraine. Voilà, je ne peux pas te répondre, j'en sais rien. Et ce qui est terrible, c'est que les russophones, les chercheurs qu'on entend, mais que vous avez tous entendus sur les plateaux, que ces 2 derniers mois, que je rencontre à Sciences Po ou au Quai d'Orsay, je ne peux pas répondre. Ils ne sont pas plus précis que ce que je viens de dire. Je répète assez bêtement ce que j'entends, je check un petit peu le tout, là, tous les éléments, parce que moi je suis bien sûr incapable, je suis allé, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de la société russe et je ne parle pas russe. Donc je ne peux pas te dire mieux ou plus que ça. Ce qui est sûr, c'est que les sanctions, en général, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les imposer. Moi je pense qu'il faut les imposer, parce que si vous n'utilisez même pas la menace d'une épée de Damoclès, même en mousse, hein, alors là, c'est open bar. Hein. Alors pour demain, M. Poutine, bah, il va rentrer en Pologne, il va rentrer en Allemagne, il va se pointer à Limoges. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il n'y a aucune espèce de s'il n'y a aucun espèce de risque, mais pourquoi pas en fait? Il va croquer ce qu'il y a à croquer ici. Alors c'est rien ce qu'il y a à prendre ici. Et bon. Et puis c'est pas tout. Des pays plus petits, moins puissants, là on ne veut pas faire la guerre à la Russie. Mais des pays moins puissants vont se dire, bah, puisque l'Occident et notamment l'Europe, alors qu'ils en ont les moyens économiques et financiers, normatifs, de toute façon, mécaniquement, n'interviennent jamais, royal au bar, donc moi je veux croquer un truc chez mon voisin, et j'y vais, quoi. Ah non, mais ça sera vrai en Afrique, en Asie du Sud, et on va vers le chaos. Donc je pense qu'il faut les sanctions, mais je pense que ça ne marchera pas. Parce qu'il est dans l'idéologie, donc lui, il payera, lui il mangera, de toute façon son caviar et son foie gras. Par contre, la population, elle va morfler. Vous savez, le victimisme romantique au pouvoir à Moscou, c'est multiséculaire aussi. C'est pas du structuralisme à deux bases que je fais, les tsars le faisaient aussi. Donc la mère Russie qui souffre beaucoup, d'accord, toutes ces espèces de dispositifs rhétoriques pénibles, surinstrumentalisés, y compris d'ailleurs par les bolcheviks et par leurs successeurs, et aujourd'hui par Poutine. Donc, de ce point de vue-là, l'idéologie ayant largement dépassé les considérations économiques et pragmatiques, il va continuer en dépit des sanctions. Peut-être même que ça le renforce dans sa conviction plus ou moins paranoïaque que de toute façon, les Occidentaux n'attendaient qu'un seul prétexte pour affaiblir la Sainte Russie, etc. Et par ailleurs, ça ne marche pas parce que beaucoup de populations n'aiment pas, même si elles n'aiment pas le régime au pouvoir ou si elles n'aiment pas leur gouvernement, détestent encore plus les soldats ou les sanctions qui viennent dans les fourgons d'étrangers. Et prenez le cas paradigmatique de l'Iran. Je connais pas mal, je travaille beaucoup dessus. Non, ça ne marche pas. Mais c'est pas pour ça qu'il ne fallait pas le faire, parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu ces sanctions, l'Iran maintenant serait allé à la bombe. Et comme les Israéliens n'auraient en aucun cas accepté, il y aurait une guerre. Au moins, on a évité ça. Donc peut-être que les sanctions, quand même, mais on ne refait pas l'histoire. On ne peut pas trouver un échantillon bis, si vous voulez, heureusement. Mais ça a marché sans doute de ce point de vue-là, peut-être. Mais en revanche, ça n'a pas du tout marché quant à la chute du régime. Faire chuter un régime avec les sanctions, moi, Saddam, il a fallu lui faire la guerre, ça ne marchait pas. Donc ça ne marchera pas pour faire tomber Poutine, en tout cas ça c'est sûr. Et les Russes risquent de ne pas apprécier. Bien, merci beaucoup. 2 choses pour terminer, je propose qu'on applaudisse.